Alors, écoutez, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour le dernier panel de la journée. Alors, vous avez peut-être vu dans la programmation que Louise Blais était une des conférencières, mais malheureusement, elle était affligée d'une grosse grippe d'homme. Elle a dû annuler sa présence aujourd'hui. Alors, je la comprends complètement. Ce qui fait que le panel est un peu réduit pour le dernier panel de la journée, mais avec des conférenciers qui vont pratiquer ou qui seront très sollicités dans les prochains... En fait, c'est déjà commencé, pour être franc. Donc, je vous présente, dans l'ordre de présentation des conférenciers, vous avez Mme Véronique Proulx, qui est présidente directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Vous avez M. Charles-Félix Ross, qui est le directeur général de l'Union des producteurs agricoles du Québec. Et finalement, vous avez Benjamin Belair, qui est le délégué du Québec à Washington et qui suit pour le gouvernement du Québec les négociations sur place. Alors, comme je vous le disais, un discours d'entrée de quoi, 6, 8, 10 minutes, là. Puis ensuite, on va passer à une paire de questions. Alors, je vous donne la parole, Mme Proulx. Merci. Alors, je ne sais pas si ça va être 6, 8, 10, ça va peut-être être plus rapide, mais ça me fera plaisir de répondre aux questions par la suite. Alors, Véronique Proulx, je suis nouvellement arrivée à la Fédération des chambres de commerce du Québec. J'ai passé les 9 dernières années chez Manufacturiers et Exportateurs du Québec, donc une association qui est la voix des entreprises manufacturières. Et je vous le mentionne parce que j'étais chez Manufacturiers et Exportateurs du Québec lors de la première administration Trump. Donc, j'ai vécu la renégociation de l'ALENA, les tarifs sur l'acier et l'aluminium, donc je pourrais vous en reparler. La Fédération des chambres de commerce du Québec, pour ceux qui nous connaissent peu ou qui nous connaissent pas, on est la voix des entreprises québécoises du milieu des affaires auprès du gouvernement fédéral, provincial, pour qu'ils mettent en place des lois, des règlements, des mesures, des programmes qui soient favorables à l'essor économique de nos entreprises, de nos régions. Alors, on a 115 chambres qui sont membres de la Fédération, mais on a également 1000 entreprises partout à travers le Québec, dans tous les secteurs d'activité, des PME, des grandes entreprises, et notamment nos exportateurs qui sont au front dans le contexte de relations canado-américaines. Alors, sachant que 70 % de nos exportations sont à destination des États-Unis, notamment 79 % dans le secteur manufacturier, les relations canado-américaines étaient déjà très importantes pour la Fédération, mais depuis l'arrivée de l'administration Trump, avec l'incertitude qui est générée et la menace tarifaire, bien, clairement, c'est devenu une très grande priorité pour nous. Et quand on regarde nos exportations, je mentionnais 70 % à destination des États-Unis, bien, on constate que nos marchés sont encore moins diversifiés qu'ils l'étaient par le passé. Donc, on est très dépendant du marché américain. Et je vous dirais que ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'accompagnement des entreprises, dans l'accompagnement de l'exportation notamment, et ça fait longtemps qu'on dit à nos entreprises qu'on parle de l'importance de diversifier ces marchés d'exportation, qu'on recommande au gouvernement d'accompagner les entreprises dans ces efforts de diversification-là, mais force est de constater qu'on est toujours très présent sur le marché américain. Il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons, je pourrais y revenir plus tard. Maintenant, si je reviens à l'incertitude, parce que la menace tarifaire, l'incertitude de quand ça va arriver, et aussi, j'ajouterais le fait que l'administration Trump veut réduire le taux d'imposition des corporations, il veut déréglementer. Donc, ça devient de plus en plus intéressant pour nos entreprises de se déplacer du côté américain. Et même si les tarifs ne sont pas en place, déjà, on ressent les effets. Donc, on a fait un sondage récemment, 40 % des entreprises repoussent actuellement des projets d'investissement. 25 % d'entre eux, c'est des projets de 1 million et plus. Donc, c'est des dizaines de millions de dollars, des centaines de millions de dollars de projets d'investissement qui ne se font pas. Des projets en automatisation, en robotisation, mais des projets d'acquisition, des projets de diversification de marché parce que tout le monde est en attente. Un quart des répondants prévoient des pertes jusqu'à 25 % de leur chiffre d'affaires global advenant que les tarifs aient de l'avant pendant une longue période. On parle surtout de tarifs de 25 %. Et bien sûr, beaucoup d'entreprises qui prévoyaient investir sur le côté américain, sur le marché américain, qui prévoyaient ouvrir des usines, des opérations, bien, ces entreprises-là, elles sont en action, elles devancent leurs projets d'investissement. Et pour celles qui n'y pensaient pas, bien, tout à coup, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'on veut maintenir notre accès sur le marché américain. Donc, déjà, on ressent les effets. On le voit dans nos sondages, mais je l'entends sur le terrain aussi. J'étais en communication hier avec des organisations dans les États limitrophes qui sont à la frontière du Canada et des États-Unis. Et on nous parle de projets, pas juste des grandes entreprises, mais des PME qui sont en train d'investir présentement pour justement éviter d'être dans cette situation de grande incertitude. Alors, si je reviens à l'accord de libre-échange, la question qui est souvent posée, c'est est-ce qu'on devrait devancer, de demander à l'administration Trump
de renégocier l'accord de libre-échange. Puis là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a encore un accord de libre-échange considérant la menace tarifaire puis les tarifs qui seraient imposés? Et c'est vraiment partagé, puis je serais intéressée d'entendre ce que mon collègue a à dire au niveau de l'UPA là-dessus, parce que certaines entreprises disent c'est trop d'incertitude, il faut déchirer cet accord-là, puis il faut le renégocier dès maintenant, au moins on saura dans quel contexte, dans quel cadre on travaille. Puis pour d'autres, ils disent non, on n'est pas dans une bonne posture, on n'a pas un leadership clair à Ottawa pour le faire. L'administration Trump est possiblement en train de bluffer. Elle ne veut pas vraiment aller de l'avant avec les tarifs, donc on attend. Donc, c'est très, très partagé, je vous dirais, auprès de notre membership. Si on revient, et je reviens à l'administration, au gouvernement actuel, c'est sûr que ce n'est pas une situation qui est idéale et ça ne nous met pas dans une posture de force, mais on aura quand même à travailler avec un gouvernement qui sera en transition au cours des prochaines semaines, prochains mois. Donc, il va falloir voir comment on peut bien se positionner dans ce contexte-là. Alors, si je reviens à la première administration Trump et à la renégociation de l'ALENA, ou de l'accord de libre-échange à l'époque, qu'est-ce qui a fait que ça a bien fonctionné? C'est qu'on avait un leadership très fort au niveau fédéral. On avait une coordination avec les provinces qui était très efficace. On avait au Québec Raymond Bachand, qui était le négociateur en chef pour le Québec. Mais j'ai envie de vous dire que le gouvernement fédéral travaillait avec toutes les provinces et il y avait une consultation très efficace qui se faisait avec les milieux des affaires. Alors, je pense que cette recette-là, elle devra être répliquée. Même si un gouvernement qui est en transition, ça nous prend un Team Canada fort, ça nous prend un porte-parole, un négociateur en chef qui est bien identifié, puis qui va être capable de bien représenter les intérêts du Canada, mais j'ai envie de dire du Québec et de nos entreprises dans le cadre des semaines à venir. La coordination avec les provinces maintenant se fait bien, ça devra être maintenu. Puis j'ai envie de vous dire, ça va prendre encore plus de consultations auprès des milieux économiques dans chacune des provinces. Et la recette de Donald Trump, c'est diviser pour mieux régner. Alors, pour nous, à la Fédération, puis pour nos membres, c'est super important qu'on travaille tous ensemble sur ce qui nous rallie, sur ce qui est commun à nous tous dans le cadre de cette éventuelle renégociation-là, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à sortir gagnant. Alors, on l'a vu au début, quand le président Trump a annoncé les tarifs, rapidement, les provinces se sont désolidarisés. On a parlé de certains secteurs qu'on veut mettre de l'avant. On a parlé du Mexique qu'on veut mettre de côté. Pour beaucoup d'entreprises au Québec, le Mexique est fort important, notamment pour le secteur de l'aérospatial, qui a investi, oui, aux États-Unis, mais au Mexique également. On parle souvent du secteur automobile où les pièces font l'aller-retour plusieurs fois entre les différents pays. C'est vrai pour l'aérospatial également. Alors, pour nous, à la Fédération, ça va être important de travailler ensemble. Puis dans les prochaines semaines, on va vouloir réunir les différents secteurs d'activité, les différentes associations, parce qu'il y en a beaucoup au Québec qui représentent le secteur de la transformation agro, le secteur du lait, mais également l'aérospatial, les gens dans le secteur de la transformation, de l'aluminium, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui nous rallie, qu'est-ce qui est commun à nous tous, puis qu'est-ce qu'on peut mettre de l'avant, qu'on peut proposer et au gouvernement du Québec et au gouvernement fédéral pour s'assurer qu'on en ressorte le plus fort possible. Maintenant, il ne faut pas être naïf, on est à côté d'un géant américain, on le sait. Le rapport de force n'est pas le même, mais on a quand même des leviers importants. Je suis certaine que Benjamin va en parler, mais on peut revenir à l'aluminium, aux minéraux critiques. On peut penser également au secteur d'énergie. On a des chaînes d'approvisionnement qui sont fortement intégrées. Alors, au-delà de la volonté du président d'imposer des tarifs et de faire fi du Canada, il y a quand même une réalité, puis ça, il ne faut pas l'oublier. Et je termine sur ce dernier point-là. La semaine du 20 janvier, on était à Washington pour l'inauguration, on était à l'ambassade, on était également à la délégation du Québec. On a eu plusieurs rencontres d'ailleurs qui ont été faites par l'entremise de la délégation qui nous a beaucoup aidés. On a été rencontrer la US Chamber of Commerce qui a été une organisation très, très puissante lors de la première administration américaine pour faire entendre les voix économiques américaines auprès de l'administration Trump. On a rencontré des représentants du Congrès, des représentants du Sénat, républicains et démocrates. On a rencontré des entreprises américaines. Et notre objectif était très clair en y allant, c'était de comprendre où ils en étaient, de comprendre leur posture, mais de rappeler l'importance de notre intégration économique, de travailler ensemble pour renforcer la compétitivité du marché nord-américain. Puis il y a deux choses qui m'ont interpellée. La première, puis je me permets de vous partager, puis je termine là-dessus. La première, c'est qu'il ne faut pas prendre pour acquis que les Américains comprennent bien l'impact des tarifs, comprennent bien l'importance de notre accord de libre-échange. Pour nous, c'est évident, puis on se parle beaucoup entre nous, mais quand on arrive sur le terrain, on constate que les Américains sont
grandement en faveur de l'agenda économique du président Trump, c'est-à-dire de réduire l'inflation, d'attirer l'investissement, de faire croître l'économie. C'est très America First. Et ils ne saisissent pas toujours bien que, dans le fond, cet accord de libre-échange-là, c'est gagnant-gagnant pour le Canada et pour les États-Unis. Que s'il y a des tarifs qui se mettent en place, oui, ultimement, c'est nos produits exportés qui sont tarifés, mais c'est eux qui auront à payer la facture. Puis je répète toujours le même exemple, mais c'est notre aluminium qui vont dans leurs canettes de bière, dans le secteur de la défense, dans le secteur automobile. Donc, l'impact, ils le ressentiront également. Puis c'est important de leur en parler parce que c'est eux qui peuvent parler avec leurs élus qui, éventuellement, pourront mettre la pression sur l'administration Trump. Vous avez certainement constaté que les voix américaines, le lundi, c'était le 3 février, quand il y a eu l'annonce des tarifs. La fin de semaine, il y a eu les tarifs. Le lundi, c'était la mise en vigueur. On n'a pas entendu aucune voix d'américaine ou très peu de voix américaines économiques plaider en faveur ou en fait nommer le fait qu'il y aurait des impacts négatifs pour les Américains, pour les entreprises, pour l'économie. Ils ont vraiment entendu au 3 février, pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut se le rappeler, le président Trump, il y a un mandat qui est très clair, qui est très fort. Et les gens veulent pas se retrouver dans une mauvaise posture face à l'administration actuelle. Mais il n'en demeure pas moins que c'est important de continuer ces efforts de diplomatie commerciale-là, d'être présent sur le marché, sur le terrain, auprès des Américains. On va continuer à le faire, notamment en collaboration avec la délégation du Québec, pour pouvoir continuer à sensibiliser les Américains, réitérer quels seront les leviers importants, puis en parallèle, comme je le mentionnais, on va chercher à se préparer avec nos différents partenaires, avec les autres associations pour être prêts en vue d'une éventuelle renégociation. Merci beaucoup. Charles-Félix? Merci Stéphane. Merci aux organisateurs pour l'invitation et l'initiative de tenir cette journée-là. Charles-Félix Ross, directeur général de l'Union des producteurs agricoles. Ça fait maintenant un petit peu plus de 30 ans que je travaille pour les producteurs agricoles du Québec. L'UPA, c'est l'organisation qui représente l'ensemble des secteurs, l'ensemble des producteurs et des productrices. On suit à l'Union les accords de commerce, les négociations depuis plus d'une trentaine d'années. Ça a commencé avec l'accord du libre-échange entre les États-Unis et le Canada. On avait peur à ce moment-là de perdre la gestion de l'offre. Ça a été par la suite les accords du GATT, l'ALENA, la CEUM, le TPP. Bon, je ne les dis pas en ordre, l'accord Canada-Europe. Et c'est sûr qu'à chaque fois, la gestion de l'offre était visée par les négociations, par les discussions entre les pays. Mais ce qui est intéressant au niveau des accords de commerce, c'est que l'agriculture, la nourriture, ce n'est pas une marchandise comme les voitures, les radios. Ça a toujours été traité de façon exceptionnelle à l'intérieur des accords de commerce. Et bon, jusqu'à maintenant, nous avons toujours réussi, nos gouvernements, nos négociateurs ont toujours réussi à protéger l'agriculture, l'agroalimentaire du Québec, incluant du Canada, et du Québec, incluant la gestion de l'offre. Frédéric, ce matin, parlait de mini-séries Dexter. Bon, moi, je me crois plutôt dans une pièce de théâtre, les fourberies de Scapin. Je vais m'arrêter là, mais bon, ceux qui connaissent la pièce peuvent faire certains parallèles. C'est quoi le rôle du Québec dans la situation actuelle ou dans les éventuelles négociations avec les États-Unis? Je dirais que le rôle de tous, les organisations commerciales, de représentation, les acteurs économiques, les centrales syndicales, les politiciens, nos universitaires, on doit tous défendre bec et ongle les intérêts du Québec, les intérêts économiques, sociaux et environnementaux aussi là, du Québec. On en a parlé ce matin. Il n'y a pas seulement que l'économie, on a des valeurs, on a des compétences au Québec. On doit défendre aussi notre modèle, nos valeurs, nos intentions. Donc, il y a il n'y a pas juste l'économie qui est en jeu, il y a aussi d'autres aspects. Et le rôle de tous les intervenants, c'est vraiment de défendre les intérêts du Québec. Pour l'Union, c'est de défendre l'intérêt de l'agriculture. On s'attend aussi à ce que nos gouvernements défendent l'intérêt de l'agriculture québécoise. Le Québec, en fait, ne doit pas faire les frais de la négociation, de l'éventuelle négociation. On parle beaucoup de secteur économique. Monsieur Ford, en Ontario, veut défendre absolument le secteur de l'automobile. Dans l'Ouest canadien, Mme Smith veut défendre son activité pétrolière. On ne doit pas faire les frais au Québec
des intérêts des autres provinces. On doit s'unir, avoir une position de négociation solide au Canada, mais à la fin de la journée, le Québec ne doit pas faire les frais de cette négociation-là. On parle de la gestion de l'offre. Souvent, c'est des secteurs qui sont pour acquis, la volaille, les œufs, le lait. Mais la gestion de l'offre au Canada, en termes de création d'emplois, en termes de création de richesse, c'est presque aussi important que l'automobile en Ontario. On ne penserait pas ça, là, mais on dit, non, c'est à peu près 20 milliards, un petit peu plus que 20 milliards en contribution au PIB du Canada, ce qui est sensiblement la contribution de l'activité automobile ou des usines automobiles du Canada. Et on n'a plus de voitures. On ne fait plus de voitures au Québec. Hein. On fait encore du lait, on fait encore de la volaille, puis on fait encore des œufs. On a environ, sur le territoire québécois, 115 usines laitières. Donc, ce qu'on produit au Québec, on le transforme au Québec. Et ce que tu disais, Stéphane, sur le marché canadien, on produit près de 80 des yogourts canadiens. On produit près de 50 des fromages canadiens. Donc, on ne les consomme pas tous, on les exporte vers les autres provinces. Donc, le marché intérieur, il n'est pas juste important pour tous nos secteurs d'activité économique, mais également pour l'agroalimentaire. Donc, à la fin de la journée, il va y avoir une négociation avec les États-Unis, mais on ne doit pas faire les frais, le Québec, de cette négociation-là. Puis, bon, on parle beaucoup. C'est sûr que le rôle de l'Union, c'est vraiment de faire valoir le secteur agricole. Nous, on défend ce secteur-là. On parle beaucoup présentement de l'aluminium, du secteur de l'aéronautique. Je reviens avec les chiffres, je suis un économiste de formation, mais l'agroalimentaire au Québec, c'est 120 000 emplois directs. 60 000 en agriculture, 60 000 au niveau de la transformation, 120 000 emplois directs. L'aluminium, c'est important pour le Québec. C'est très important, mais c'est 10 000 emplois. Ce n'est pas 120 000 emplois. Les mines, c'est 15 000 emplois. L'aéronautique, c'est 40 000 emplois. Donc, l'agroalimentaire, c'est important. Et en plus de ça, c'est nourrir le Québec. La gestion de l'offre, on consomme, lorsqu'on consomme, on consomme toutes sortes de produits. On importe des fruits de l'étranger, notre jus d'orange. On produit le Québec, mais on exporte aussi. Mais sur 10 repas, il y a environ 5 repas qui viennent de l'extérieur au Québec. 5 repas qui viennent de l'extérieur, 5 repas qui sont produits ici, transformés, qu'on nourrit la population. Et la gestion de l'offre, c'est presque 2 repas sur 10. C'est l'équivalent de 2 repas. On ne mange pas tout ce qu'on produit, mais c'est l'équivalent de 2 repas sur 10. Donc, la gestion de l'offre, c'est 40 de notre agriculture. Donc, demain, si nos négociateurs décident de dire, bon, ben, on laisse tomber ça, la gestion de l'offre, on va être encore plus dépendant des Américains pour un bien qui est stratégique à notre survie. Donc, nous, c'est un message qu'on véhicule, qu'on porte, puis c'est pour cette raison-là. Oui, il y a des avantages, des retombées économiques à protéger ce secteur-là, mais il y a aussi un intérêt stratégique d'être moins dépendant des Américains. Se nourrir, c'est important, c'est essentiel. On doit aussi éviter, en tout cas nous, c'est des messages qu'on souhaite véhiculer, on doit éviter un peu ce qu'on appelle l'affairisme, l'opportunisme affairisme. Je l'ai nommé de cette façon-là, mais on parle, bon, pour faire face à la menace américaine, on va se diversifier, on va surtout éliminer les barrières interprovinciales, lesquelles on ne sait pas. On va centraliser les pouvoirs, on va enlever certaines peut-être compétences aux provinces pour passer des pipelines, pour passer des lignes électriques sur nos terres agricoles, pour réduire la réglementation environnementale. On est dans une crise climatique. Est-ce qu'on veut vraiment niveler par le bas puis copier les Américains, puis drill, baby drill? Est-ce que c'est ça qu'on veut au Québec? Donc, le texte de ce matin, ça a été évoqué dans la presse. Soyons extraordinaires, ça nous rejoint énormément à l'Union des producteurs agricoles. On doit être progressiste au niveau de l'environnement, au niveau de l'économie, au niveau de la société. Et oui, il y a une menace américaine de tarifs, mais en même temps, est-ce qu'on veut vraiment se vendre? Est-ce qu'on veut vraiment mettre de côté nos valeurs environnementales, nos valeurs sociales pour être soi-disant en mesure de compétitionner, puis de réussir, puis de continuer à vendre aux Américains, lorsqu'on sait de toute façon que c'est un gros bluff,
que oui, les tarifs, ça peut nuire à l'économie canadienne, mais on sait que ça ne peut pas toffer dans le temps. Là. Les Américains se tirent dans le pied en imposant des tarifs. On le sait, ça a été dit ce matin. Donc, on peut jouer le jeu de la montre. Il y a les midterms, mais en même temps, on sait très bien que les tarifs, ça va nuire à l'économie américaine et que c'est un arme. Oui, c'est un arme, mais c'est un arme il va se tirer dans le pied. Les Américains vont se tirer dans le pied. Donc, on doit... Beaucoup de gens qui disent, bon, on doit abaisser nos règles, on doit abaisser les règles interprovinciales, on doit pouvoir passer un pipeline un peu partout, des lignes électriques. On doit faire attention moi, je pense qu'on doit défendre nos valeurs, on doit défendre nos systèmes, puis on doit éviter là, de plier à une menace qui n'est peut-être pas vraiment une menace. Là. On en parle beaucoup, on a peur, mais concrètement, est-ce qu'elle va se réaliser? On en doute. Et comme économiste, j'essayais de regarder une taxe de 25 % est-ce que c'est la fin du monde? Tu as une partie de la réponse ce matin en disant 50 % de ce qu'on vend, on le vend au Québec. Donc, si on en vendait 55 % au Québec, un petit peu plus au Canada, un petit peu plus, peut-être pas si pire que ça, une taxe de 25 % sur ce qu'on exporte aux États-Unis. Puis, on regardait les prix dans l'agroalimentaire. Les prix dans les 10 dernières années ont quand même été très bons au niveau du grain, du bœuf, du porc. Puis moi, je prenais les prix, je ramenais ça. On a un taux de change en bas de 70 cents. À l'époque, en 2008-2010, quand il y a eu la crise financière, on était à parité. Crise financière, et on a continué d'exporter vers les États-Unis. Donc, même si les États-Unis, demain, imposent un tarif de 25 % est-ce qu'on arrête d'exporter aux États-Unis? C'est non, la réponse, avec un taux de change autour de 70 qui baisserait encore. On continuerait d'exporter aux États-Unis. Ils ont besoin de nos marchandises. Donc, et nous, on prend le prix du porc, on prend le prix du bœuf, on prend le prix des grains, on enlève le tarif de 25 % puis on a des bien meilleurs prix que ce qu'on avait à la fin des années 2000. Donc, autour de 2010, quand il y a eu la crise financière. On prend un lingot d'aluminium en dollars par tonne, qui est au-dessus de 2000 $. On enlève le tarif de 25 % puis on se retrouve quand même avec des prix beaucoup plus élevés que ce qu'on avait à la fin des années 2000. Donc, un tarif de 25 %, oui, ça aurait un impact, un choc financier sur notre économie, mais c'est rien en comparaison, par exemple, de ce qu'on a vécu à la fin des années 2010 avec la crise financière, où là, on était vraiment dans une récession mondiale. Les Américains, l'économie va bien, c'est le plein emploi, ils sont en progression économique. Donc, ça a été dit ce matin, on n'a pas à renier nos valeurs, on n'a pas à renier la gestion de l'offre. On doit respirer par le nez, puis ça menace peut-être qu'il va mettre certains tarifs sur certains produits, mais on ne croit pas à l'Union des producteurs agricoles, que c'est une menace qui peut être conservée dans le temps. Donc, on a tout intérêt à préserver là, la gestion de l'offre et de protéger notre secteur agricole. C'est une question là, de sécurité nationale, question de sécurité alimentaire. Merci beaucoup. Benjamin Belair. Bonjour tout le monde. Là, j'ai un défi. Être le dernier à parler dans le dernier panel de la journée, trouver un élément de nouveauté à vous partager, c'est pas facile. Je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait au quotidien à Washington, mais avant, je voudrais me saisir de l'opportunité d'avoir ce temps de parole pour vous parler de fierté. Si aujourd'hui, je suis devant vous, puis je peux vous partager ce qui se passe sur le terrain à Washington, les discussions que j'ai avec diverses personnalités de la vie politique américaine, c'est parce que le Québec s'est doté d'un réseau de délégations à l'étranger et il faut souligner l'importance que ce choix a dans le contexte actuel. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a plus d'une trentaine de représentations sur tous les continents, à l'exception de l'Australie. Aux États-Unis, on a une forte représentation. On a des bureaux à Boston, à New York, à Chicago, à Washington, à Miami, à Atlanta, à Houston, à Los Angeles et maintenant, on a un nouveau bureau à Seattle.
Parler de fierté, c'est aussi reconnaître d'où on vient. Et j'ai eu la chance, avant de me joindre à vous pour ce panel, de prendre un café avec Madame Anne Légaré, qui était la directrice du Bureau du Québec lors du référendum de 95. Et c'était pas encore un Bureau du Québec, c'était un office de tourisme à l'époque. Donc, les choses ont bien changé. Et si elles ont changé pour le mieux, c'est parce que j'ai eu des prédécesseurs et qui ont à chacun amené leur pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, on est doté à Washington d'une délégation avec un personnel conséquent pour faire la promotion et défendre nos intérêts, ce qui est d'autant plus important dans le contexte actuel. Et je dois vous dire, puis ça reste entre nous, mais il y a un représentant de l'Ontario et de l'Alberta à Washington et ils sont jaloux du réseau qu'on s'est doté. Donc, ils voient l'efficacité et la force de frappe et la capacité de ce réseau-là à nous représenter à l'étranger. Donc, c'est important, surtout dans le contexte actuel où il y a beaucoup d'imprévisibilité et d'incertitudes, d'avoir ces gens-là qui sont au quotidien sur le terrain, qui parlent à des gens, qui recueillent de l'information, puis qui alimentent nos dirigeants publics et les entreprises et les associations d'affaires du Québec pour les aider à avoir la meilleure prise de décision possible. Donc, chapeau à tous les prédécesseurs qui ont travaillé à édifier ce réseau. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais exactement? Moi, je suis le représentant du gouvernement du Québec auprès du gouvernement fédéral américain. Ça inclut autant les élus que l'administration publique, mais en raison des dossiers dont on traite à Washington, ça dépasse largement ces deux publics cibles-là. Je vais commencer à vous expliquer les gens, quels sont les groupes avec qui on travaille. Bien, premièrement, avec les Québécois. Véronique qui est ici, je l'ai rencontrée parce que son prédécesseur est venu dans une mission à Washington. On m'a mis en contact avec elle quand elle était nommée. Organiser un Teams, on échange de l'information. Elle me dit qu'elle souhaite venir à Washington, elle souhaite rencontrer des gens, on les soutient. Puis à partir depuis ce temps-là, on se parle régulièrement aux 2 semaines pour échanger de l'information. Moi, ça me donne de l'intelligence qui vient du milieu des affaires québécois et des États-Unis, parce qu'elle rencontre des gens que je ne rencontre pas. Et moi, je peux lui partager ce que j'entends sur le terrain à Washington. Donc, travail étroit avec les associations d'affaires, les entreprises au Québec. Et évidemment, en raison de mon rôle, je suis un fonctionnaire, travail étroit avec le gouvernement du Québec. Maintenant, déménageons, arrivons à Washington. Mettez-vous dans mes souliers, il y a 1 an et quelques mois, je suis arrivé, je connaissais personne. Et là, je dois faire ce qui est écrit sur ma charge de travail, hein, promouvoir les intérêts du Québec et les défendre. Mais je fais ça avec qui puis auprès de qui? Donc, plusieurs groupes. Le premier groupe, je vous dirais que c'est les associations d'affaires et les entreprises américaines. Donc, on établit des liens étroits avec notamment les associations d'affaires qui travaillent ou s'occupent de secteurs qui sont stratégiques pour nous. On parlait d'agriculture, mais on peut penser aussi à la foresterie, on peut penser à l'aluminium, à l'aérospatial et aussi les secteurs d'avenir que sont pour nous la défense, les microprocesseurs, l'intelligence artificielle ou des secteurs qui relèvent des ressources naturelles dans lesquels, j'entendais Richard quand je suis arrivé en parler, on a beaucoup mis d'efforts, mais qui sont en développement comme les fameux minéraux critiques et stratégiques dont on parle. Deuxième groupe, les élus. Donc, je suis en contact régulier, soit avec des élus ou soit avec leurs employés. Puis, moi, j'ai fait des relations gouvernementales dans ma vie. Parfois, il vaut mieux rencontrer un employé au courant d'un dossier que rencontrer un élu qui a juste 2 minutes pour nous parler. Et comment on entre en relation avec des élus quand on est le Québec, on n'est pas un État? Bien, de plusieurs façons, on sollicite des rencontres officielles et on va au Capitole rencontrer les représentants ou les sénateurs, mais aussi, on y va un petit peu en mode commando, là. On va dans des activités où on sait qu'il y a un élu, puis on essaye de se faufiler, puis on en accroche un par la manche, puis on lui donne sa carte d'affaires. Puis, je vais vous donner un exemple. J'étais à la convention à Milwaukee et dans un événement, j'ai appris que Susie Wiles, qui dirigeait la campagne de Donald Trump à cette époque-là, était présente. Maintenant, elle est la chef de cabinet de la Maison-Blanche. Bien, je me suis rendu à l'événement, puis il y avait plein de gens, puis j'ai fait la file, puis j'étais gêné, puis
tiré sur sa manche, puis je me suis présenté, puis j'ai eu un échange de 3 minutes avec Mme Wise pour lui parler de comment le Québec pourrait être un partenaire stratégique dans les prochaines années par rapport avec la nouvelle administration. Donc, c'est aussi simple et aussi difficile, mais il faut le faire, il faut aller dans ces événements-là, il faut chercher l'information sur qui va être présent. Troisième groupe, c'est le gouvernement. Donc là, ça devient de plus en plus difficile. Évidemment, pour le moment, l'ensemble du gouvernement n'est pas complètement nommé et ceux qui sont nommés, ils n'ont pas fini de compléter leurs équipes, mais la stratégie que j'avais utilisée, c'était de regarder dans les médias qui était anticipé d'être nommé. Puis il y a une personne qui a été nommée, que je ne vous donnerai pas le nom, mais j'avais regardé dans un livre de ce que son prédécesseur avait écrit et j'avais demandé à mon équipe, donnez-moi un rendez-vous avec tous les employés qui ont travaillé pour lui. Puis en me disant que j'allais, à un moment donné, accéder à cette personne-là. Donc, il faut utiliser des moyens originaux. Et, écoutez, ça fonctionne. Quand on y va, puis on s'essaye, ça fonctionne 1 fois sur 10, mais il suffit de tomber sur la bonne foi et la bonne personne pour que ce soit efficace. Et finalement, la Maison-Blanche. La Maison-Blanche n'est pas fermée à rencontrer des représentants étrangers d'États fédérés. Je suis allé à la Maison-Blanche, j'ai eu une rencontre sous l'administration Biden. Et là, évidemment, vous comprendrez que c'est un nouveau gouvernement qui se met en place. Les choses bougent vite. Je n'ai pas encore eu de rencontre à la Maison-Blanche, mais je suis persuadé d'avoir assez de contacts dans mon réseau pour pouvoir un jour avoir cette rencontre-là et pouvoir plaider nos intérêts. Donc, en d'autres mots, je vous dirais que le Québec est bien perçu aux États-Unis, malgré la situation actuelle. On a énormément d'amis. On n'a pas de difficulté nécessairement à avoir des rencontres. Une rencontre ne veut pas dire qu'on obtient de gain de cause dans toutes les demandes qu'on pourrait faire auprès de la nouvelle administration, mais il y a des contacts. Ces contacts-là sont nombreux. On a des amis, on a des alliés, puis on peut être modérément optimiste sur la capacité du gouvernement du Québec à obtenir de l'information puis à entretenir des relations avec cette nouvelle administration dans le futur. Merci. Alors, on va, en attendant que la période de questions commence, je vous invite à vous rendre au micro si vous avez des questions. Je vais vous en poser une première, à tous les trois, en fait. Vous l'avez dit tout à l'heure, Mme Proulx, le gouvernement canadien est instable en ce moment. On a un premier ministre qui a déjà annoncé qu'il quitterait dans moins de 2 semaines. Un nouveau premier ministre s'en vient. Peut-être qu'il formera-t-il un prochain gouvernement ou peut-être ira-t-il en élection. Mais de toute façon, on sait qu'il y a des élections au plus tard à l'automne. Et il y a beaucoup d'instabilité. Alors, dans ce contexte-là, comment on fait entendre la voix des entreprises du Québec, des agriculteurs du Québec et du gouvernement du Québec auprès du gouvernement fédéral? Parce qu'on sait que c'est le gouvernement fédéral qui, au final, va piloter la négociation, s'il y en a une, en fait, avec l'administration Trump. Bon, j'ai envie de vous dire, on parle beaucoup d'imprévisibilité, puis on en a de notre côté de la frontière aussi. Ce qui est important, je le réitère, je ne sais pas si je vais répondre à votre question, là, mais indépendamment que ce soit un gouvernement de transition, indépendamment qui sera le chef du prochain chef du Parti libéral, indépendamment de quand il y aura des élections, ça va prendre quelqu'un. Ça prend l'administration publique qui continue à travailler, puis ça, je comprends, pour avoir eu des échanges avec Finance Canada puis avec Affaires mondiales Canada qui sont en action, mais ça va prendre quand même un porte-parole dans cette transition-là. Puis surtout, si la renégociation vient sur la table pendant cette période-là, ça va être encore plus important. Alors, indépendamment de qui sera le parti au pouvoir, puis où ils seront rendus dans le processus, ça prend quelqu'un qui va mener cette barque-là, puis une seule voix. Une seule voix pour s'assurer qu'il y a un effort, de coordination qui soit fait de façon efficiente. Mais c'est sûr que c'est pas parfait. C'est pas parfait. Comme le disait Mme Proulx, ça va prendre un négociateur, un Team Canada, je suis d'accord. On n'a pas ça. On avait ça dans le passé quand il y avait des négociations. C'est sûr que le contexte politique présentement, c'est un peu plus difficile. On s'en va vers des élections. Mais ça a été dit ce matin. C'est sûr qu'intérieurement, à l'Union des producteurs agricoles, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de négociation. On a signé un accord avec eux. On n'est pas pressé de négocier avec eux, mais on sent quand même qu'il y a une volonté. Le milieu des affaires, incluant le milieu agroalimentaire, est nerveux. Puis, si c'est possible de conclure un accord, on l'entend, on l'a entendu dans les médias de la part de nos politiciens, mais
idéalement, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de négociation présentement avec les Américains. On a juste à respirer par le nez, attendre un peu, puis éventuellement, là, ça va revenir un petit peu plus raisonnable. Et si on a à négocier, c'est quoi nos conditions pour négocier? On n'est pas obligé d'aller sur la table de négociation. C'est quoi nos conditions pour négocier? Si je reviens sur l'agroalimentaire, tantôt, aux États-Unis, la question qui a été posée, pourquoi il faut défendre la gestion de l'offre? Mais dans les secteurs de la volaille, des œufs et du lait, c'est pas parce qu'on n'est pas productif, on n'est tout simplement pas capable de compétitionner avec les États-Unis qui engagent en agriculture, c'est plus de 40% des travailleurs qui sont des illégaux, sans papier. Le salaire minimum aux États-Unis fédéral, c'est 8 piastres de l'heure américain. Tu sais, les gens, ils gagnent moins que ça. Les illégaux, ils gagnent moins que ça. On nous demande, on va négocier quoi avec ces gens-là? Ils ne respectent pas leurs paroles, ils ne respectent pas leur entente, ils ne respectent pas les règles en matière de travail. On parlait de l'eau. Un des plus grands États laitiers aux États-Unis, c'est la Californie. C'est un modèle de 1500 vaches par ferme. Ils produisent du lait, là, oui, il y a du calcium, mais c'est surtout de l'eau. Hein? Une vache, ça boit. Donc, on produit du lait dans un semi-désert. Est-ce qu'on va faire venir l'eau du Canada pour produire du lait en Californie? On est dans ça. Donc, on est-tu pressé vraiment de négocier avec les Américains? Nous, on souhaite que non. Mais il y a comme un appétit du Canada présentement, pour toutes sortes de raisons, à vouloir s'asseoir et négocier. Nous, ce qu'on dit, c'est que la gestion de l'offre, c'est non négociable. Vous voulez en complément avant de... Oui, bien juste parce qu'on parle de renégociation de l'accord, mais dans le fond, la révision est prévue pour juillet 2026 et à partir du 1er avril, puis là, tu me corrigeras si j'ai tort, le processus de révision du côté américain débute. Donc, ne sachant pas si ça va être une révision ou une renégociation, ce que je dis, c'est qu'il faut se préparer. Il faut se préparer à l'éventualité, à cette éventualité-là. C'est que Mark Carney avait dit qu'il veut une négociation rapide. Alors lui, il voulait faire ça très, très tôt. Alors, en fait, c'est pour ça que je posais la question. Benjamin? Bien, vous comprendrez que dans mon rôle, je ne vais pas commenter le contexte politique au Canada, mais par contre, je peux vous dire quelle est la collaboration qu'on a avec l'ambassade et les représentants des autres provinces. Bien, à l'heure où on se parle, actuellement, là, on a tous le même intérêt à Washington. On veut éviter ces fameux tarifs. Donc, on a une collaboration très étroite avec l'ambassade et les représentants des autres provinces. Pour ceux qui ne le savent pas, le Québec a ses propres bureaux qui sont à l'extérieur de l'ambassade. Les autres provinces ont leurs bureaux dans l'ambassade. Donc, on a notre autonomie, notre indépendance et on n'a pas de coordination à faire a priori avec l'ambassade. Cela dit, comme on a tous le même objectif, actuellement, on se coordonne. On se coordonne pour passer les bons messages aux bonnes personnes. On se partage de l'information. On travaille ensemble au quotidien pour s'assurer qu'on soit tous à la même page puis on a tous les mêmes données en main pour être le plus efficace possible. Et ce que j'ai découvert qui est intéressant, c'est que malgré que l'ambassade canadienne a des moyens conséquent. C'est probablement la plus grosse ambassade du Canada au monde ou une des 2 ou 3 plus grosses. Le Québec et les provinces se sont dotés de champs de spécialité que l'ambassade n'a pas nécessairement. Donc, ils aiment bien travailler avec nous parce qu'on a des réseaux qui ne sont pas nécessairement les mêmes réseaux que les leurs. Donc, ça fait de cette collaboration-là un moteur efficace de la réussite. Donc, à Washington, relation très étroite, on s'échange de l'information, on s'invite souvent dans les événements qu'on organise les uns et les autres parce que je crois sincèrement que le succès va venir de notre union et qu'il faut rester ensemble pour traverser la tempête dans laquelle nous sommes. OK. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions. Je vais vous donner la parole ici. Allez-y. Merci. Mon nom, c'est Claire Delisle et je suis la coordonnatrice du programme de formation syndicale pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos interventions sur le panel et pour les organisateurs de cette conférence. J'ai trouvé ça très pertinent de me pointer ici aujourd'hui, quand même bien que je me trouve très à part de la majorité des gens et des interventions que j'ai entendues. Et la raison pour laquelle c'est important pour moi, c'est que, effectivement, j'ai à mettre sur pied une école de formation de 4 semaines où
où on fait une critique importante de beaucoup de choses, incluant le capitalisme, le néolibéralisme, les effets que ça a dans notre société. Et ça, ce sont des choses qu'on a entendues très peu à ce sujet aujourd'hui. Et l'autre élément, c'est bien sûr les travailleurs. Alors, je remercie beaucoup l'UPA d'être ici. Ça me fait du bien. Je me sens un petit peu moins toute seule. Mais dans le Canada anglais que j'habite, n'est-ce pas, présentement, on a une grande campagne de mobilisation, si on veut, nationale, pour aller se mettre ensemble en solidarité contre les États-Unis. Et il y en a certains parmi nous qui trouvent ça un peu atroce qu'on devrait se mettre en solidarité avec des gros capitalistes comme Galen Weston du Loblaws, comprenez-vous, pour se défendre des États-Unis présentement. Alors, la question que je me pose, c'est si on se pose pas ces questions-là, à savoir le fait qu'on se n'est pas questionné sur le capitalisme, sur l'exigence du profit et ce que ça a apporté à nos sociétés, ne serait-ce que pour les travailleurs, le climat, notre eau, nos minéraux précieux, etc., etc. Quand est-ce qu'on va se questionner là-dessus et quelle sera la réponse, en fait? Et juste en terminant, c'est parce qu'on parle de renégocier ou de réviser La CEM. Oui, merci. On vient d'entendre dans le panel précédent qu'il n'est pas question de faire ça, en fait, parce que l'article 34.7, si j'ai bien compris, fait en sorte qu'on a 16 ans pour revoir ça, puis que ça se fait par consensus. Fait que là, il y a comme une petite confusion là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. OK. Je pense qu'on va prendre une deuxième question, puis vous réagirez aux deux questions. Allez-y, ici. Alors, j'ai deux questions que je vais adresser à M. Benjamin Belair, que je salue et que je suis content de revoir. Vous m'avez enseigné à l'ENAP. Alors, la première question se rapporte, je pense que vous avez plus ou moins donné des éléments de réponse, ça se rapporte au fédéralisme. Alors, c'est une force du Canada et ce n'est pas un secret pour personne qu'on ne peut pas parler du Québec sans le Canada aujourd'hui et pas du Canada sans le Québec ou d'autres provinces. Dans votre allocution au tout début, vous êtes revenu plusieurs fois sur un terme, vous aviez dit un travail étroit. Alors moi, je veux reformuler la question, est-ce qu'à côté de ce travail étroit, on peut parler d'un front commun? Parce que la guerre qui est imposée au Canada n'est pas imposée au Québec seul, n'est pas imposée à l'Alberta seul. C'est vrai que chacune des provinces a des grosses parts de marché, a une identité à défendre, notamment le Québec qui a des délégations partout. Mais est-ce qu'à date, on peut parler d'un front commun? La sous-question serait pourquoi d'autres provinces, notamment le Québec, n'accompagnent pas les initiatives ou la guerre, parce qu'elle est aussi médiatique, numérique aujourd'hui, que mène le gouvernement fédéral. On observe un silence et en revanche, on voit plusieurs délégations qui vont seules en électrons libres à la Maison-Blanche, vous l'avez mentionné, qui vont chacun pour défendre ses propres intérêts, alors que l'inflation et toutes les autres répercussions frapperont finalement tous les Canadiens. Ça, c'était la première question. Je pense qu'on va la prendre, ça fait beaucoup de questions. Gardez votre deuxième question pour la suite. Alors, avez-vous une intervention sur une des questions? Bien, ce que je peux parler avec vous, c'est des mécanismes de coordination qui existent. Le Québec s'est doté de sa propre diplomatie. Le Québec souhaite défendre ses propres intérêts dans tout ce qui concerne ses domaines de compétences et les domaines de compétences partagés. Et dans ce cadre-là, le Québec a sa propre voix, sa propre autonomie et fait la promotion, défend ses intérêts. Mais cela dit, on le fait dans le cadre, comme vous l'avez mentionné, qui est celui de la Fédération canadienne. Et dans ce contexte-là, il y a des mécanismes de coordination. Moi, je vous ai parlé ou j'ai partagé mon quotidien à Washington. Qu'est-ce que ça voulait dire sur le terrain? Mais au Canada, au Québec, les premiers ministres des provinces se rencontrent, je pense maintenant, à toutes les semaines ou aux 2 semaines au sein du Conseil de la Fédération. Ils sont d'ailleurs venus il y a 2 semaines à Washington et ils ont parlé d'une seule voix à Washington pour
défendre les mêmes intérêts et partager une position commune auprès de leurs interlocuteurs américains. Et aussi, l'ensemble des premiers ministres des provinces discutent à toutes les semaines ou aux 2 semaines. Là, je m'excuse si j'ai pas la précision. Ça va tellement vite des fois. Là, j'ai l'impression qu'une journée, ça équivaut à 1 mois à Washington. Mais il y a une autre institution qui s'appelle le FMM. En anglais, c'est First Minister Meeting. C'est la rencontre de tous les premiers ministres des provinces et du premier ministre du Canada. Et ce mécanisme de coordination existe actuellement. Il y a un échange d'informations. Les premiers ministres des provinces partagent à Ottawa quelles sont leurs demandes. Il y a une discussion qui s'ensuit et ensuite une position commune qui est exprimée parce que les Canadiens appellent le Team Canada. Donc, c'est là qu'on en est pour le moment. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais c'est le fonctionnement des choses politiques au Canada actuellement ressemble à ce système-là, ce mécanisme de coordination-là. Alors, je vais revenir aux questions de Madame. Je ne sais pas si je vais être en mesure de répondre à toutes vos questions, mais je vous dirais que pour le milieu des affaires québécois, pour les entreprises, dans le contexte actuel, la guerre tarifaire et de l'incertitude, il devient encore plus important maintenant que jamais de revoir notre économie. Les gens sont résilients. La première chose, c'est que les entreprises sont résilientes. On parle beaucoup de crise, mais en même temps, ils préparent leur plan de contingence. C'est pas la première crise, ça sera pas la dernière. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'on a entendu le premier ministre parler beaucoup de la transformation de notre économie. On a parlé de chantiers de construction, d'infrastructures. On a vu Hydro-Québec qui accélère ses projets de construction éolienne. Il y a 2 projets majeurs. J'arrive du Saguenay ce matin. 2 projets majeurs qui vont se faire dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens d'affaires ont beaucoup d'appétit pour qu'on puisse mieux utiliser nos ressources naturelles, pour qu'on puisse accélérer certains projets et que l'on puisse réduire la lourdeur administrative de faire affaire au Québec, au Canada. Vous avez fait référence à la crise climatique. C'est un enjeu qui préoccupe beaucoup nos entreprises. Ça fait partie de nos 4 grandes priorités, la transition énergétique à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Mais je vous dirais, le Québec, la crise climatique, elle est mondiale. Alors, la réflexion qui se fait présentement auprès des entreprises, c'est comment est-ce que le Québec peut contribuer à décarboner la planète? Comment le Québec peut utiliser ses ressources naturelles, son énergie, le secteur minier pour pouvoir contribuer pas seulement à décarboner encore une fois le Québec, mais à l'échelle nationale, tout en s'enrichissant ici au Québec, tout en ayant des projets locaux comme il va se faire au Saguenay, puis en s'assurant que nos entreprises qui sont ici puissent en profiter, bénéficier, tant dans l'obtention de contrats, et en même temps, si on accélère notre transition énergétique, qu'on a plus de projets éoliens, qu'on a plus d'énergie renouvelable, bien, on va être en mesure de décarboner nos opérations. Alors, je voudrais que c'est vraiment la perspective des entreprises, puis en même temps, plus on a des projets ici qui sont donnés, plus je parle de contrats publics, qui sont donnés à des entreprises qui ont du contenu local, qui fabriquent ici, qui sont installées ici, bien, plus on sera en mesure d'assurer des bons emplois pérennes dans chacune des régions du Québec. Moi aussi, en suivi au commentaire ou au questionnement de la dame, je prends un peu mon chapeau de citoyen, puis j'ai pas trop de... Je travaille pour les producteurs agricoles, puis... Ils ont toujours défendu des valeurs que je défendais. Ça nous permet de mieux s'impliquer dans notre organisation puis mieux la défendre. Mais bon, ma jeune fille est avocate. Puis elle, ce qui la choque le plus présentement, c'est la reconnaissance là, du gouvernement Trump des tribunaux. Ils bafouent les tribunaux. Le droit, c'est plus important. Les valeurs sociales au niveau de l'avortement, au niveau de l'environnement. Donc... c'est ça notre partenaire. Oui, on a des alliés aux États-Unis. La majorité, la moitié des Américains n'ont pas nécessairement voté pour le gouvernement actuel. Puis on doit travailler en ayant des délégations, en allant à Washington, en allant rencontrer nos homologues de nos réseaux respectifs. On a un travail de leadership, un travail de convaincre ces gens-là que... Mais on doit se poser la question... Vraiment, si on veut défendre au Québec, au Canada, nos valeurs progressives. Est-ce qu'on veut, pour absolument faire un deal avec les Américains, est-ce qu'on doit mettre de côté nos valeurs? Est-ce qu'on doit embarquer dans ce que j'appelle la dérive libertarienne américaine? C'est un peu ça, présentement, qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on pour éviter les tarifs qui ne sont pas si pires que ça? Ce n'est pas la fin du monde. Est-ce qu'on doit vraiment embarquer dans ça? Donc, moi, je suis content que... Oui, c'est vrai que
on est dans un forum un peu plus universitaire, un peu plus d'affaires. Les questions sont tournées vers le commerce, mais on doit élargir là, la discussion et la réflexion sur, oui, le commerce, mais aussi nos valeurs, puis ce qu'on est comme Québécois et Canadiens. Parfait, merci. Donc, votre deuxième question, rapidement? OK. Alors, je reviens sur les tarifs. Si on regarde les sondages dans les précédents panels, quelqu'un est revenu sur le fait que Donald Trump actuellement, ou son mandat actuel, a bénéficié d'une grande mobilisation. On a parlé de légitimité, notamment à travers ses discours qui étaient percutants, mais aussi teintés des indicateurs clairs et des délais précis de résolution de certains problèmes, entre autres l'inflation. Alors, il est revenu sur le fait que après, bien sûr, son investiture, quelques jours après, il allait fixer la question. Mais actuellement, on parle d'environ 3%, dont une hausse spectaculaire en janvier. Donc, depuis qu'il est là, on a vu par la suite qu'il a confirmé la hausse des tarifs. Allez directement à votre question. Il a suspendu. Est-ce que là, c'est une opportunité pour le Canada ou pour vous qui êtes là de vous faire des nouveaux alliés, notamment avec l'insatisfaction de certains représentants et de la population, vu que les indicateurs ne sont pas respectés? Est-ce que là, c'est une opportunité pour les délégués que vous êtes de vous faire des alliés, vous appuyant sur les représentants? Parfait, merci. Je vais prendre la question de Richard ici aussi. Oui. C'est une question de prof d'université. Moi, je parle toutes les semaines à des gens qui ont 22 ans, puis je ne me permets pas de finir un cours sans au moins un élément positif ou de bonne nouvelle. Donc, il y aura ça. Puis, j'aurais une question pour Véronique et pour Benjamin. Le point positif, je pense que c'est important que nous gardions à l'esprit que nous avons au Québec beaucoup d'outils pour, quand on entrera dans la négociation, on a des gens qui sont prêts, puis on a des équipes qui sont très, très fortes, exceptionnellement fortes pour le Québec. Puis ça, c'est la bonne nouvelle pour le Québec. Les délégations du Québec qui se trouvent aux États-Unis, elles sont nombreuses, elles sont archi compétentes. J'ai eu l'occasion, dans un passé récent, de voir un peu le travail qu'elles font. Je pense que le citoyen moyen peut être rassuré. Là, on a un gouvernement qui est prêt et qui est aux aguets. On a aussi beaucoup d'instruments. L'association que Mme Proulx préside suit tout à la fine pointe. Nos associations sont prêtes. Il y a des gens dans la salle de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Eux autres aussi, ils sont présents. Les gens des ORPEX, ils sont présents. Tout le monde suit ça. Et parmi les économies qui ne sont pas des économies souveraines, pour le dire comme ça, dans le monde, il n'y a pas grand monde qui accote le Québec. Vraiment, là, la capacité de négociation à l'international puis de représentation de nos intérêts est exceptionnelle. Puis je pense qu'on peut se dire, on est des leaders dans le monde là-dessus. Ma question, la relation entre le Canada et les États-Unis est une relation d'interdépendance, c'est une relation gagnant-gagnant, mais que beaucoup de gens oublient aux États-Unis. Et nous avons beaucoup d'alliés objectifs. Mme Proulx avec le monde des affaires, Benjamin avec toute la représentation que font les délégations et au plan politique et au plan des affaires. Nos alliés objectifs, pour l'instant, ne s'expriment pas ou s'expriment trop peu, mais en faisant de la pédagogie et de la représentation, on va finir par les avoir de notre bord. Puis ça, je demeure assez confiant là-dessus. Quel est votre pronostic là-dessus? Quand est-ce qu'on va commencer à avoir des gens qui vont dire un petit peu plus publiquement, écoutez, le Canada est notre allié, le Canada est un partenaire, on a une relation gagnant-gagnant avec le Québec et avec le Canada, puis il va falloir baisser le ton, puis il va falloir travailler avec eux autres, puis arrêter de créer de l'incertitude, puis de les confronter. Alors, quand est-ce que vous sentez que le vent va tourner? Je ne demande pas nécessairement de prédire un moment, là, mais il n'y a pas une dynamique qui est en train de s'installer ou qui va s'installer, puis est-ce qu'on s'en va vers ça? Je vais essayer de répondre aux deux questions en même temps. Pour moi, les politiques publiques doivent être basées sur des faits. Et je ne suis pas là aux États-Unis pour juger des décisions du président. Il a été élu sur un programme et il met en œuvre le programme pour lequel il croit qu'il a un appui populaire. Donc, mon travail, ce n'est pas de décider si c'est bien ou mal, c'est d'expliquer ce qu'on pense être les conséquences des politiques tarifaires sur l'économie américaine. On pense que ces politiques-là vont être inflationnistes. Le président a été élu sur un programme anti-inflationniste. Donc, effectivement, il y aura un moment,
c'est ce qu'on espère. Sinon, notre travail ne fait pas sens si on n'espérait pas qu'il y ait un recul possible sur les politiques tarifaires. Donc, on espère qu'il y a un moment où ces politiques-là auront un effet inflationniste et que les faits vont le démontrer et que là, les gens qui vont le constater deviennent plus vocaux qu'ils sont actuellement. Or, la question, quand est-ce que ça va arriver exactement? Ben, écoutez, j'aimerais bien avoir la réponse. Je vaudrais très cher sur le marché du travail là, si j'avais la date exacte, mais on peut anticiper que ça va arriver à un moment donné ou l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Du terrain, du terrain et du terrain. Il faut mobiliser tous nos réseaux, que ce soit les réseaux de Véronique, les réseaux du gouvernement du Québec. Mais je vois ici des professeurs d'universités américaines que j'ai côtoyés, avec qui on a d'étroites relations. Donc, il faut être sur le terrain, donner, partager les faits aux Américains et à un moment donné, ça va avoir un effet boule de neige et on va arriver à démontrer que ces politiques sont inflationnistes. Et moi, je pense sincèrement qu'il y a d'autres moyens d'aider le président à atteindre ses objectifs. Donc, il y a des partages de ressources, des collaborations, des ententes qui pourraient être faites avec le secteur économique américain qui permettraient au président d'atteindre certains de ses objectifs. Et ça, je pense que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, on va retrouver un espace de discussion et de négociation pour avoir cette conversation-là avec nos amis des États-Unis. Bon, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Benjamin sur le terrain. Puis je pense que tout le monde a son rôle à jouer à tous les niveaux. C'est anecdotique, mais je parlais avec certains membres qui, le lundi, lorsque les tarifs étaient en vigueur, leur camion passait la frontière. Alors, sur la facture, il y avait le prix régulier, puis il y avait surtaxe 25 %. Puis là, les Américains appelaient, puis ils disaient, mais c'est quoi ça? C'est quoi le 25 %? Puis j'ai pas de marge, j'ai pas de place pour ça, j'ai pas de marge de manœuvre pour ça. Mais l'entreprise québécoise a dit, ben moi non plus. Donc, on va commencer la conversation, puis on va parler de c'est quoi ces tarifs-là, puis comment on le gère. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces conversations-là pour qu'ils le saisissent. Ça va contribuer à faire parler les voix américaines. Encore une fois, le 3 février, il y a quand même eu la US Chamber of Commerce, la National Association of Home Builders, la National Association of Manufacturers, je l'ai dit, les chambres de commerce. Il y en a plusieurs qui ont parlé publiquement, mais pas beaucoup. Puis depuis, on entend très peu, parce qu'encore une fois, ils veulent rester dans une bonne position face à l'administration actuelle. Donc, plus on met de la pression sur les entreprises qui parlent à leurs élus, plus on va être capable d'avoir de l'impact. Puis après, il y a les faits, encore une fois, si l'inflation grimpe, puis s'il y a des entreprises qui sont plus en mesure de s'approvisionner, puis soit parce qu'on arrête d'expédier, soit parce que ça coûte trop cher, soit parce que le prix de l'aluminium explose, ben c'est là où je pense que ça va être plusieurs facteurs qui vont faire en sorte qu'on l'espère, que l'administration va reculer sur la menace tarifaire. Puis en même temps, je vous le disais, j'ai vécu la première administration Trump dans une association manufacturière. On a été sur le qui-vive pendant 4 ans. Alors, moi, je pense que c'est un long marathon. Il faut être résilient, il faut travailler le terrain. Puis il faut, encore une fois, j'y reviens, re-questionner nos politiques publiques, re-questionner notre économie, nos façons de faire. Les tarifs de 25 % je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ce n'est pas la fin du monde. Au Québec, c'est 500 000 emplois qui dépendent de nos exportations. Le premier ministre faisait allusion qu'il pourrait avoir une perte de 100 000 emplois. C'est beaucoup dans le secteur manufacturier. Et on l'a vu, le secteur manufacturier s'est effrité. Ça représente une moins grande part du PIB que ça représentait par le passé. Et ça a été démontré via différentes études. Plus on perd notre empreinte manufacturière, plus on s'appauvrit. Donc, il faut travailler ensemble pour s'assurer de maintenir nos acquis, maintenir nos accès, puis revoir nos modèles d'affaires, revoir nos marchés et, encore une fois, mieux utiliser nos ressources puis notre expertise au Québec pour assurer notre pérennité à long terme. Merci. Charles-Félix, veux-tu... Non. Particulièrement, il y a 2 autres questions ici, puis après vous. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. Ça fait assez longtemps que je suis ces éléments-là. L'autre moment excitant qu'on avait, c'est quand on a créé l'OMC. Et là, après ça, on entendait juste les experts parler de la jurisprudence. Puis là, on recommence. Et puis là, j'étais content d'entendre notre camarade qui parlait de se poser la question sur le modèle de société. Puis quand on parle de modèle de société, on parle de plein de choses. Politique fiscale, la gestion de l'offre. Est-ce que la gestion de l'offre, c'est une politique commerciale ou c'est une politique de gestion du territoire?
C'est sûr que quand on regarde ça juste à la lorgnette commerciale, c'est un gros droit de douane. Mais quand on regarde ça sur la personne qui est à Kamouraska, qui a besoin de fabriquer du lait, s'il n'y a pas la gestion de l'offre, on ferme les écoles, on ferme les postes, on ferme partout là-bas. Donc, on a un territoire à s'occuper. Puis, on pourrait passer beaucoup de temps à se poser différentes questions, mais là, je ne ferai pas l'universitaire, je m'arrête et je pose une question. Il va y avoir des consultations aux États-Unis sur la renégociation et le bilan de l'accord de libre-échange. Est-ce que nous allons participer au sein même de consultations américaines ou est-ce qu'on va les regarder discuter puis on ne prendra pas part ou on ne trouvera pas des façons de participer à cette discussion américaine? Merci. Merci. La question ici. Oui. Merci à vous trois. Je pose une question un peu plus macro à M. Belair. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de positif avec cette situation-là. On dirait que c'est comme un wake-up call au Québec, au Canada, que c'est important ce qui se passe en dehors de chez nous. Les affaires internationales n'ont jamais été politiquement payantes depuis d'innombrables années. Donc, ma question est assez simple, en fait. Sentez-vous, autant au niveau québécois que canadien, je ne doute aucunement de la diplomatie québécoise, je sais comment elle opère et qu'elle fonctionne très bien. Sentez-vous que vous êtes assez outillé et que vous avez les ressources pour répondre au mandat que vous avez? On connaît la situation à Marie-Ève, Affaires mondiales, c'est pas facile. On s'en va vers des années de serrage de ceinture au niveau de l'administration publique. Fait que comment vous anticipez un peu tout ça dans les mandats, dans le mandat actuel et ceux à venir, en fait? OK, merci. Je peux répondre vraiment brièvement à la question. Je suis très étudié, je suis très choyé et je suis très chanceux d'avoir l'appui que j'ai du gouvernement du Québec. Et pas juste moi, c'est l'ensemble du réseau aux États-Unis qui bénéficie de cet appui-là. Au cours de la dernière année, le gouvernement du Québec a augmenté les ressources aux États-Unis. Washington est passé d'un bureau à une délégation. On a doublé le nombre de mes employés. Donc, pour faire le travail qui est le mien, actuellement, j'ai vraiment tous les outils dont j'ai besoin. Donc, encore une fois, c'est tout à l'honneur et au mérite du gouvernement du Québec d'avoir anticipé qu'il y allait avoir des défis avec la nouvelle administration, puis de bien avoir outillé et bonifié le réseau pour faire face à ces défis-là. Oui. Oui. En fait, est-ce qu'on va participer aux consultations? Je vous dirais qu'on est très présents, les intervenants du monde de l'agroalimentaire, de l'agriculture à travers le Canada. On a des liens avec nos interlocuteurs américains aussi. J'ai des gens de l'UPA cette semaine qui sont au USDA Outlook, qui est le ministère de l'Agriculture aux États-Unis, qui à chaque année fait une grande conférence qui reçoit plus de 1000, 1200, 1300 personnes. Puis, je reviens là, sur la question de la sécurité alimentaire. Je suis allé là à plusieurs reprises, puis le secrétaire d'État, peu importe le secrétaire d'État, répète toujours la même chose. L'agriculture aux États-Unis, c'est une question de sécurité nationale. Les Américains ne veulent pas dépendre des autres pays pour se nourrir. Donc, si c'est une question de sécurité nationale pour eux, pourquoi ce n'est pas une question de sécurité nationale pour nous? Donc, on suit ça. Au niveau canadien, les groupes de producteurs de l'Ouest canadien, eux, ils voient beaucoup la gestion de l'offre comme une mesure protectionniste qui attire, en fait, la critique des autres pays, des États-Unis notamment. On a des discussions avec eux. Ce qu'ils oublient souvent, c'est qu'il y a d'autres barrières à l'entrée pour le marché américain. Si je veux exporter du bœuf aux États-Unis, on exporte énormément de bœuf vivant parce que les exigences américaines au niveau des abattoirs canadiens sont très, très élevées. Donc, on exporte nos bœufs vivants vers les États-Unis pour se faire abattre aux États-Unis. Dernièrement, la Chine a menacé de mettre des tarifs sur le canola puis les céréales de l'Ouest canadien. Et le bœuf, je m'excuse, canadien. Puis là, nos partenaires de l'Ouest nous disaient que c'est à cause de la gestion de l'offre. C'est pas à cause parce qu'il y avait le C-282 devant le Sénat, mais ce n'était pas la gestion de l'offre. Le problème, c'est que le Canada avait imposé, à la demande des Américains, des tarifs sur les véhicules chinois.
Donc, c'est là que les Chinois ont dit, on va peut-être vous pénaliser au niveau du porc, je m'excuse, et du canola. Ça ne s'est pas fait. Donc, on a, sans nécessairement aller aux États-Unis dans leurs organes de consultation, on a un travail à faire de défaire certaines histoires, certaines peurs que les autres, nos interlocuteurs ont sur la gestion de l'offre. Les Américains sont protectionnistes de leur agriculture dans plein de domaines. Au niveau du sucre, au niveau de l'arachide, le secteur laitier américain est réglementé. Il y a une forme de système de contingentement en Californie pour le lait de consommation. Donc, il y a ce qu'on appelle des produits sensibles. Il y a des secteurs stratégiques que les pays veulent défendre. Et l'agriculture, pour les raisons évoquées par... oui, il y a des raisons de sécurité alimentaire, des questions d'occupation du territoire également, de ruralité. Et on doit défendre ce secteur-là. Et nous autres, c'est ce qu'on s'attend de nos négociateurs ou de nos représentants gouvernementaux. Puis, ce qu'on souhaite, puis je reviens sur au départ, ce que je disais, c'est pas au Québec, à l'agriculture québécoise, de faire les frais de la négociation si le gouvernement canadien veut entreprendre des négociations avec les Américains. Oui. Avez-vous... non, ça va? Prendre votre question? Oui, Jean-Noël Bérubé. Ma question s'adresse au directeur général de l'Union des producteurs agricoles, ici présent. Je me demandais, le Canada va faire face à une élection cette année. Ce n'est un secret pour personne que l'une des deux formations politiques est moins portée vers les questions climatiques ou vers le système de la gestion de l'offre. Je me demandais tout simplement, quel est le plan de match? Si l'une des deux formations qui est celle qui se préoccupe assez peu de la gestion de l'offre au Québec, ou des questions d'environnement, si c'est cette formation politique qui doit négocier les termes d'une nouvelle entente avec les États-Unis, quel est le plan de match de l'UPA? Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un lobby, de faire du lobbying auprès des deux partis pour essayer de les convaincre que c'est une bonne chose pour l'ensemble des Canadiens? C'est juste une hypothèse, là. Est-ce que vous avez prévu le scénario du pire? Il veut vos secrets industriels. Nous autres, on ne fait pas de lobbying. Non. Mais vous savez, Mark Carney, qui était à la course du Parti libéral, a lancé un peu sa campagne à la chefferie du Parti libéral sur une ferme laitière de la Mauricie, avec son lieutenant du Québec, François-Philippe Champagne. Donc, il a dit qu'il défendrait la gestion de l'offre. Même chose pour Mme Freeland. Donc, c'est sûr que ça, c'est intéressant parce que même si les conservateurs, il ne faut pas leur prêter des mauvaises intentions. Ils ont dit dans le passé qu'ils défendraient la gestion de l'offre. On a eu Maxime Bernier qui s'est présenté à la chefferie du Parti conservateur qui a perdu parce qu'il était contre la gestion de l'offre. Donc, il y a des ce qui est intéressant, il faut, en fait, c'est pas une question de représentation, c'est une question de bien faire valoir les intérêts de l'agriculture, de l'agroalimentaire, comme les autres secteurs le font auprès de nos gouvernements, puis de s'assurer que l'importance de ce secteur-là au niveau économique, au niveau de la sécurité alimentaire, ça soit bien compris par nos représentants, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. M. Legault, il est sorti en disant qu'il défendrait le français, il défendrait la gestion de l'offre. Je suis un peu d'accord des fois qu'on ne doit peut-être pas nécessairement dévoiler notre stratégie de négociation devant les médias, mais nous, on était contents de l'entendre et on s'attend à la fin de la journée, s'il y a une négociation, que la gestion de l'offre va être défendue tant par le fédéral que par notre gouvernement provincial. Le gouvernement du Québec ne peut pas laisser tomber la gestion de l'offre. C'est 40 % de notre agriculture. C'est des usines partout en région, des fermes partout en région. C'est la sécurité alimentaire des Québécois. M. Legault, il doit défendre bec et ongle auprès de ses homologues notre agriculture auprès des représentants d'Ottawa. Alors ici, j'ai peut-être pour conclure 3 questions qui nous viennent des gens qui sont sur Zoom. La première qui s'adresse à Charles-Félix Ross, c'est vu la décadence de la santé publique aux États-Unis puis les efforts de l'administration Trump pour abolir les agences de santé publique, dans un contexte où il y a de la grippe aviaire, est-ce que vous voyez ça comme un risque pour l'agriculture québécoise à plus long terme? Ensuite, la deuxième question pour Mme Proulx, c'est, vous avez dit de la présentation qu'on est très dépendant du marché américain. Comment se fait-il que les entreprises québécoises ne sont pas plus présentes en Europe ou auprès des pays du partenariat transpacifique? Et dernière question pour Benjamin.
les gens te tutoient. Alors, tu as régulièrement des conversations avec des élus républicains. Est-ce qu'en privé, ils disent quand même qu'ils ont des réserves face à ce que fait Donald Trump, même s'ils n'osent pas l'exprimer publiquement? Alors... Ça va être la réponse la plus facile, des conversations privées. D'accord. Même pas d'indices. Et toi, Charles-Félix, qu'est-ce que tu vois? En fait, c'est intéressant hein, parce que un des enjeux électoraux là, de la dernière élection, c'était le prix des œufs aux États-Unis qui a monté à des niveaux Incroyable. astronomiques. Et c'est parce qu'il y a eu la grippe aviaire, des troupeaux des poulaillers complètement décimés, le cheptel de poulets, d'œufs pondeuses. Et c'est ce qui a fait exploser les prix. Et là, la nouvelle secrétaire d'État à l'agriculture, elle avait comme 3 priorités. Sa deuxième priorité, c'est vraiment de travailler à abaisser les œufs. On pourrait mettre un système de gestion de l'offre, ça pourrait peut-être bien fonctionner aux États-Unis. Mais ils font de la politique. Ils ont fait une courbe où ils montrent l'évolution du prix des œufs. Puis là, ils disent ça a commencé par Obama, là, ça a monté. Quand M. Trump est arrivé, le prix des œufs a baissé. Puis là, c'est un dessin, ils l'écrivent comme ça. Puis là, depuis que puis là, Biden, quand il est arrivé, là, le prix des œufs a explosé. Là. Donc là, son mandat, lui, c'est M. Trump, c'est de faire baisser les... Ça, c'est pas de la gestion de l'offre en passant. Mais à ta question, ou la question du journaliste, c'est... En fait, moi, j'ai pas peur pour l'agriculture. J'ai plus peur pour notre santé. Puis si on ne surveille pas, si on ne met pas les ressources pour surveiller les maladies qui peuvent se développer au niveau des cheptels, que ce soit la volaille, le porc, et que ça puisse éventuellement se transmettre à l'humain et créer une pandémie, c'est ça qui est dangereux. C'est ça je m'excuse, présentement, quand on parlait de valeurs sociales, on parlait, si tu n'investis pas dans la surveillance et le contrôle. Donc, on veut-tu vraiment négocier avec ce gars-là? Est-ce qu'on veut vraiment négocier? C'est ça la question. Donc, c'est quand même un exemple intéressant de est-ce qu'on veut s'associer avec ce gouvernement-là présentement aux États-Unis? On peut se poser la question. Mais la question de la grippe aviaire, puis là, on est obligé de réengager du monde parce que là, il y a des gens qui ont levé la main en disant que c'est peut-être dangereux. Incroyable. Alors, moi, je me permets peut-être d'essayer de répondre à la question qui a été posée à Benjamin pour avoir discuté avec des élus américains qui sont transfrontaliers. C'est clair qu'ils comprennent très bien l'impact néfaste qu'auraient des tarifs sur leur économie locale, sur leurs entreprises qui sont installées aux États-Unis, qu'elles soient américaines ou d'origine québécoise ou canadienne. Maintenant, ces conversations-là ont lieu privément. C'est pas des gens qui vont parler publiquement. La stratégie est vraiment différente lors de la première administration de Trump. C'est des conversations privées qui se font et personne ne sait vraiment, en fait, ce qu'il va faire. Quand on parle avec des élus, des entreprises, personne ne le sait. Alors, le défi est vraiment là. Pour répondre à la question de la diversification de marché, ça, c'est une grande question. Pourquoi on n'a pas plus diversifié nos marchés d'exportation? Bien, quand on regarde notre retard de productivité au Québec, au Canada, on est parmi les derniers là, quand on se compare aux pays de l'OCDE. Quand on regarde le dollar canadien, la faiblesse qui nous avantage lors de nos exportations aux États-Unis, quand on regarde la proximité du marché, la taille du marché auquel on a accès, la culture d'affaires, la langue, tous ces facteurs-là font en sorte que puis les États-Unis, je veux dire, c'est une puissance économique mondiale. Là. Alors, la majorité de nos exportations vont vers les États-Unis. La majorité de nos exportations sont des biens manufacturiers. Si tu veux diversifier tes marchés vers l'Europe, vers l'Asie, tu dois ouvrir des installations, faire des partenariats. Ça, c'est beaucoup d'investissements. Ce n'est pas à la portée de toutes nos entreprises. Au Québec, on a plus ou moins 13 000 entreprises manufacturières. Il y en a seulement 1 000 qui ont plus de 100 employés. Donc, on a vraiment une économie de PME et ces entreprises-là n'ont pas toujours les ressources, l'expertise pour diversifier, s'implanter à l'étranger. Alors, c'est sûr que quand on regarde ça, on peut être très critique du fait que les entreprises n'ont pas diversifié leurs risques, ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier, mais en même temps, je reviens à la productivité, je reviens à la proximité, je reviens à la taille de notre tissu économique industriel. C'est clair que le marché américain, c'est un marché, c'est une destination de premier choix pour nos entreprises. Et advenant qu'il y ait des tarifs de 25 %, c'est très hypothétique, qu'ils soient là sur une longue période, c'est pas tout le monde qui sera capable de diversifier leur marché d'exportation. Certaines pourront le faire, mais plusieurs vont devoir soit se contraindre à fermer leurs opérations, ralentir la cadence ou investir du côté
américain. Et on l'a vu au fil des années, plus le protectionnisme américain a augmenté, puis il a augmenté sous le président Obama, il a augmenté sous Joe Biden également, avec l'Inflation Reduction Act. On voit que nos manufacturiers investissent de plus en plus du côté américain au détriment du Québec et du Canada. Je vois qu'il y a une dernière question. Allez-y. Bonjour, Victor Béliveau, chargé de cours à l'Université Laval. En fait, je relisais dernièrement Alan Gottlieb, son ouvrage super important là, qui s'appelle « I'll be with you in a minute, Mr. Ambassador ». Et dans ses 10 règles d'or, il mentionnait que lorsqu'il y a une crispation diplomatique à Washington, entre le Canada et Washington, bien entendu, puisque lui était ambassadeur canadien, il disait qu'il fallait chercher de l'accès ailleurs et qu'il fallait justement sortir de Capitol Hill, aller voir des compagnies, aller voir des gouverneurs, aller voir des sénateurs. Je voulais savoir si c'était un peu ça le plan de match et je pose la question à vous trois. Bien, oui, et on est chanceux. Parce qu'il y a une délégation à Washington, mais il y a aussi, comme je l'ai expliqué au début de la présentation, un réseau de délégations aux États-Unis. Donc, évidemment, moi, je reste à Washington, je fais le travail de terrain à Washington, mais j'ai des collègues à New York et à Boston, à Chicago, à Houston et dans nos autres délégations qui sont sur le terrain, qui rencontrent des élus au niveau des États, qui rencontrent les élus fédéraux ou les bureaux d'élus fédéraux dans leur juridiction, qui rencontrent même les municipalités, les associations d'affaires locales. Aujourd'hui, d'ailleurs, la ministre Biron est en Pennsylvanie et au New Jersey pour rencontrer des gens qui pourraient nous appuyer dans le futur ou en fait pour leur exprimer les enjeux que poseraient des nouvelles politiques tarifaires pour les consommateurs américains. Donc, ce travail-là se fait partout aux États-Unis et pas seulement à Washington. Merci. Avez-vous un mot à dire là-dessus? Ou... Bien, simplement dire que j'ai parlé de la présence de la Fédération, des déplacements qu'on a fait sur le terrain, mais sous la première administration Trump, puis c'est vrai encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres organisations qui se déplaçaient avec des entreprises. Je pense à Aéro Montréal, qui allait rencontrer des gouverneurs dans les États clés. Donc, il y a cet effort de collaboration, de diversification-là qui se fait sur le terrain du côté américain pour influencer les gens localement également. Juste pour vous dire, vendredi, on a une délégation de producteurs et de gens de l'Estrie qui se rendent au Vermont rencontrer des intervenants du Vermont pour échanger, effectivement. Donc, il faut le faire, mais je te dirais la priorité là, en ce moment, là, c'est plus de convaincre nos gouvernements d'établir une bonne position, soit de négociation ou de non-négociation, mais de faire en sorte que nos intérêts soient bien défendus. Merci. Bon, on est rendu en fait au mot de la fin. J'ai envie de vous relancer la question de Richard Ouellet tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de tout ça pour votre secteur ou pour le Québec dans les prochains mois, années? Bien, j'espère que la prise de conscience collective que l'on a, tant au niveau du milieu des affaires que des gouvernements, va être là pour rester. C'est-à-dire qu'on va apprendre de ce qui se passe présentement, que nos gouvernements vont revoir leur politique publique. Je parle de fiscalité, je parle de contrats publics, je parle d'efforts pour diversifier les marchés d'exportation et que nos entreprises aussi vont prendre la pleine mesure de ce qui se passe pour chercher à changer leur modèle d'affaires et d'être plus résilients sur le long terme. Merci beaucoup. Exactement dans le même sens. Il y a un réveil. Que c'est important d'investir dans notre industrie, on investit très peu au Canada en matière de recherche et de développement, donc on est en deçà de tout ce qui peut être versé dans les autres pays de l'OCDE. Donc on a à revoir notre politique industrielle, notre politique commerciale, puis on a vraiment un réveil qui va nous permettre de modifier nos choses. Merci, Benjamin. Je sais que c'est difficile parce qu'en ce moment, on a le nez collé là, sur les enjeux de politique commerciale, puis les menaces de se faire imposer des tarifs qui vont avoir des impacts majeurs ou significatifs sur notre économie. Mais je pense qu'il faut se projeter dans l'avenir. Dans 2 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, dans 50 ans et dans 100 ans, les États-Unis resteront notre partenaire principal et le Québec va rester un partenaire stratégique et incontournable des États-Unis. Donc, il y aura un après-guerre commerciale et il y a plein d'opportunités dans notre relation avec les États-Unis à développer dans le futur. Donc, on traverse une tempête. Il faut être prudent sur ce qui va se passer dans l'avenir, mais je pense qu'on peut être modérément optimiste pour le futur. Alors, écoutez, je vous invite à vous joindre à moi pour remercier chaleureusement nos invités.
c'est le moment de clôturer le colloque avec un lancement de livre qui va avoir lieu juste ici dans quelques minutes, une fois qu'ils auront fini de se câliner. Donc, avant de donner la parole à Christopher Kirky, je veux remercier chaleureusement toute l'équipe de la chaire Raoul Dandurand pour avoir organisé de main de maître ce colloque. Donc, merci beaucoup de votre participation. C'est un plaisir de travailler avec vous. C'est la première fois que le GIRIC et la chaire Raoul Dandurand organise un événement comme ça, puis je trouve que ça a été vraiment très bien mené, ça a été très agréable, donc c'est un grand plaisir. Et donc, maintenant, c'est le moment de passer au lancement de notre livre. So I'm going to give the floor to Christopher Kirky. So Christopher is a long friend of Frédéric Gagnon and I. Nous avons publié il y a maintenant un mois un gros volume sur les relations entre le Québec et les États-Unis du point de vue commercial, économique, culturel. Une bonne vingtaine de chapitres qui couvrent à peu près tous les domaines. Et comme, évidemment, nous avions prévu le timing de l'élection de Trump il y a 2 ans qu'on a commencé le projet, donc c'est une blague. Tout ça pour dire que le timing était très bon quand le livre est sorti en janvier. On a décidé de rendre le livre disponible en accès libre. Et déjà, depuis maintenant un mois, il y a plusieurs milliers de téléchargements qui ont eu lieu des 2 côtés de la frontière. On est très satisfait de ça. Et le grand maître d'œuvre du livre, donc on a co-dirigé à 3 le livre, mais celui qui avait le rôle le plus important, c'était Christopher Kirky, à qui je vais donner le micro pour vous adresser quelques mots en anglais. Bright lights. Bonjour à tous, chers collègues. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. It's my great pleasure, as I suggest, to be with you today, and my thanks, our thanks from the Institute on Quebec Studies at SUNY Plattsburgh to these 2 wonderful gentlemen, Frederick and Stefan, for arranging today's event. It's just been fabulous. I'm just going to say a few quick words before we turn to talk about the book. This conference, focusing on Canada-Quebec-United States relations in the Trump 2.0 era, I think has provided us with plenty of compelling empirical evidence to consider as we seek to understand the future of those relationships. For my part, I'd like to offer some very, very brief remarks because what we focused on today is what we call foreign policy behavior. And foreign policy behavior, while important, is in the first place reflective of and responsive to the realities of the broader international political system. If you're trying to understand Mr. Trump, and you're trying to understand American foreign policy behavior towards the international community, specifically Quebec and Canada, the most important thing to recognize is that behavior is intensely shaped by our current international political system, which is not multipolar yet. It's still decidedly unipolar. When we moved in Christmas of 1991 to a world with only one great power, it's meant that every American president since Bill Clinton has had considerable flexibility in defining and choosing which levers of national power to exercise to advance and secure America's principal interests. It should have come as absolutely no surprise whatsoever that an American president openly determined to question and at times refute the core guiding principles of American foreign policy, to challenge multilateral institutions that have come to define the system, and to be skeptical of international arrangements and treaties that have underpinned Washington's international engagement since 1945, and for our purposes today, be openly and repeatedly critical of the Canada-US relationship, was first elected in 2016. It was inevitable, I would suggest, that a post-Cold War president would sooner rather than later call into question the need for a Canada-US relationship, special or otherwise. Trump's engagement with the international community we have recognized since 2016 is one that continues to seek to fundamentally redefine and reimagine what America's national interests are and how it engages with the world. He continues to be driven by a political calculus grounded in the unwavering belief that American participation in the world is too expansive and expensive, and perhaps more to the point, the burden of leadership, as we hear this afternoon very bluntly with Keir Starmer, the British Prime Minister at the White House this afternoon. Mr. Trump said, "You guys are
kind of useless. Why do we need you? Why do we need NATO? You're not doing enough, despite the fact that Mr. Stammer recently announced that the British share of GDP for its contributions to national defense in NATO was rising. It's frustrating. We need to expect that Mr. Trump will continue to pursue this unrelenting campaign of orchestrating significant change in America's foreign relations, not because it's Donald Trump. Yes, that's a key contributor. It's because the world he operates in, this state that he runs, the United States, is in an international political time and a system in which the distribution of power allows for that. All of a sudden, the incentives and the constraints that guided the Canada-US relationship from 1945 on no longer exist. They don't exist. So we should expect this, and I don't mean to sound kind of pessimistic, but the truth is, I'm a realist in international politics. So anyhow, I'm going to turn it back. Do you want me to say a few words about the book and segue over that? On a more interesting note, we have copies of the book up front, which we're perfectly happy to show you, and we have lots of copies of this flyer. This book, of course, is available to everybody. It's open access, it's free, it's complimentary, and we wanted it that way. Stefan and Frederick, and Stefan had spoke about this a little bit. The truth is, this comes about, this realization, not because it's a book that's required, and it is required, both en anglais et en français. But the truth is, these gentlemen came down to Plattsburgh, an hour south of Montreal, some years ago. Stefan was the inaugural chair, distinguished chair in Quebec Studies, and Frederick was the chair not shortly long thereafter. And it was very clear as political scientists, as people interested in the United States, international relations, that we should work together. And we edited a couple issues along with some colleagues of the American Review of Canadian Studies. And in 2018-19, we sat down here in Montreal and said, we need to do something more. And that something more seemed to be fairly evident, which was to bring together a group of scholars, colleagues from the United States and Canada, who could take a really, really penetrating look, a variety of policy issues, cultural, environmental, security, etc., when it comes to the Quebec-US relationship, a number of whom have been here today and made presentations and offered great chapters. And the beauty of this is the first version. The French version with Presse Université Laval will come out in the months ahead. And it's something that I'm deeply proud of. And the ability to work with Frederick and Stefan has been nothing short of fantastic, because there are colleagues who give you enough flexibility, enough support, more than enough support, and to get the job done. So, merci, mes amis. So, for you.